Welcome. Great to see everybody. Good afternoon. I'm Adam Lupel, IPI Vice President. Great to see such a great turnout today. It is my pleasure to welcome you to this policy forum. De vous accueillir à cette initiative inclusion judicieuse des jeunes comme facteur de paix. Les décisions qui sont prises sur le côté de l'ECOSAC, l'événement annuel qui donne une plateforme pour les jeunes leaders de partout dans le monde de s'engager dans un dialogue entre eux et avec les États membres des Nations Unies et partager comment ils travaillent pour faire avancer la paix dans le monde. Je vais remercier tous nos partenaires, le Bureau des Nations Unies pour la construction de la paix, des PPA, Peace Direct et merci à tous d'être présents. Comme je pense que bien des gens parmi vous savent, il n'y a pas très longtemps, il y avait des conversations autour de la jeunesse qui étaient concentrées sur la croissance du nombre de jeunes dans le monde en développement en particulier et comme étant un problème, un risque de sécurité qui avait besoin d'être diminué et géré. Ou alors, les conversations au sujet des jeunes étaient que les jeunes étaient une ressource précieuse pour l'avenir qui avait besoin d'être cultivée et protégée, mais seulement une ressource pour l'avenir. Mais ce qui est devenu de plus en plus évident avec la participation des jeunes partout dans le monde sur bien des sujets, et en particulier récemment avec la mobilisation des jeunes sur la question du changement climatique, c'est que les jeunes ne représentent pas seulement le futur, l'avenir, mais le présent. Ils sont des leaders dans bien des domaines et ils n'attendent pas des solutions dans le futur, ils font partie de la solution. Les jeunes sont engagés pour trouver des façons de faire la promotion de la paix et de développement durable de paix. Nous avons un très bon panel avec des gens qui veulent parler de ce que cela veut dire, ce que cela implique que d'avoir des jeunes qui seront inclus judicieusement. D'abord, nous aurons Derek Wardofa qui est pour le Fonds de population des Nations Unies. Merci pour votre participation ici. Vous voici ici. Merci de votre partenariat. Mais tout d'abord, je vais présenter Son Excellence Madame Maria Fernanda Espinosa Garcés, qui est la présidente de l'Assemblée générale des Nations Unies avant d'être ici. Elle était présidente en Équateur et représentante en Équateur et à New York et à Genève. Elle a dédié la 73e session à ce qu'elle devienne importante. J'ai mis mon épingle sur ma veste pour montrer que la paix est une des priorités les plus grandes dans Madame la Présidente, je vous remercie d'être parmi nous et la parole est à vous. Je vous donne la parole. Un petit peu. Bon après-midi. Merci Adam Lupel, vice-président de l'Institut international de la paix, et Monsieur Derek Wardofa, le directeur de collègues, je suis ici avec beaucoup d'enthousiasme, priorité, et je me suis présenté un défi à moi-même de faire tout ce que je pouvais pour inclure les voix des jeunes, non pas seulement qu'elles soient entendues, mais qu'elles soient également écoutées dans les salles de réunion partout dans le monde. Et tous les événements qui ont lieu ont
sont toujours concentrés et ont beaucoup de participation de jeunes. Mon équipe demande toujours aux jeunes de venir participer, que ce soit en ligne, afin que leurs idées, leurs critiques peuvent aider notre conversation à avancer. Et là où je vais, partout où je vais, je rencontre toujours des jeunes. Et aujourd'hui, je suis fière d'être accompagnée par Noor Saliman, qui est très talentueux, qui vient du Canada, qui était un étudiant et qui a un nom pour elle. On women's empowerment and human rights. I'm grateful to the Permanent Mission of Canada. Les autres jeunes du Canada, je leur remercie d'avoir permis que Nora et moi ayons passé la journée ensemble. Nora est ici, assise aujourd'hui avec nous. Elle a 15 ans et vous ne pouvez pas... vous n'avez aucune idée de à quel point elle est intelligente, elle comprend, et c'est un privilège pour moi que de pouvoir partager l'ordre du jour avec elle. Et si vous avez, comme moi, vous êtes maintenant convaincu que, comme l'avait dit Adam, qu'il y a maintenant la possibilité d'inclure les jeunes, alors que les Nations Unies ont travaillé sur des conversations liées à l'avenir et aux enfants et aux jeunes. Maintenant, c'est beaucoup plus actuel. Les personnes qui ont été soumises à des violences physiques, toutes les jeunes dans le monde qui sont affectés par les problèmes, il y a quand même un tiers des jeunes dans le monde qui vivent dans des zones de conflit ou fragiles. Ils veulent apprendre, ils veulent être en bonne santé, ils veulent avoir du travail, comme tous les jeunes dans le monde entier, et veulent et parfois même être des acteurs dans la formation de la paix. Et ce n'est pas un choix pour eux, cela fait partie de leur vie quotidienne. C'est ce qu'ils doivent faire afin de pouvoir aller de l'avant et construire l'avenir pour le futur et leur famille. Donc, c'est très appréciable que ECOSOC s'associe avec l'association, l'Institut des jeunes, pour pouvoir organiser un dialogue interactif seulement aujourd'hui. Je viens d'un de ces dialogues qui viennent d'avoir lieu. La résolution 2250 et 2419, dont nous allons plus entendre parler aujourd'hui, pour que ces agendas soient vraiment très efficaces, et nous devons faire des progrès dans certains domaines. Tout d'abord, la jeunesse doit être inclus dans toutes les piliers de notre travail, et en raccourci, on a besoin d'actions dans l'Assemblée générale qui inclut les jeunes. Et ça, c'est mon désir, et nous allons continuer à pousser pour que les jeunes soient toujours inclus et même mis centraux dans Également, nous devons faire attention aux voix de ces jeunes qui étaient souvent absents et qui ont bien expliqué à quel point que les jeunes sont vus comme étant un problème qui va bientôt survenir, en particulier parce qu'il y aura un manque de travail pour ces jeunes. Et quel est le dividende de la paix que cette génération, cette population la plus jeune, la plus éduquée qui ait jamais été et qui peut aider à créer la paix. Nous devons trouver des façons à encourager des hommes politiques et créer une narrative plus positive. Et également, troisièmement, les jeunes doivent être inclus dans les prises de décision. On ne peut pas faire de progrès sur la paix sans avoir inclus les jeunes dans les autres décisions politiques. Et ça, c'était le résumé de notre discussion de ce matin. Cela inclut la discussion aux Nations Unies où les jeunes doivent être inclus, non pas comme quelque chose d'approprié d'avoir des jeunes inclus, mais simplement comme efficacité. Chers tous, j'espère que lors de l'anniversaire du 75e anniversaire des Nations Unies l'année prochaine, les jeunes seront inclus. Je veux également vous rappeler que l'impact des conflits armés sur les enfants est parfois ils viennent nous aider, mais ils ne nous demandent jamais ce dont on a besoin. Ils nous demandent
Ils nous disent ce dont on a besoin. Nous n'avons pas besoin que vous nous appeliez quand vous avez déjà pris des décisions. Nous voulons travailler avec vous, la main dans la main. Merci. Madame la Présidente de l'Assemblée générale, vos excellences, Mesdames et Messieurs, chers collègues, je suis très heureux d'être ici aujourd'hui afin de participer à cette discussion de façon très importante car je travaille pour la paix et la justice sociale depuis bien des années avant même de joindre à la UNPF. Et j'admire le travail de l'IIP et de tous les individus qui s'engagent à la paix et la justice partout dans le monde. UNFPA est très content d'avoir soutenu les efforts de construction de paix, les progrès indépendants de paix et de sécurité. Nous avons maintenant une idée de comment construire cette paix pour les jeunes et avec un ordre du jour. Je voudrais remercier cet engagement de Maria Fernanda Espinosa et c'est très important pour obtenir le soutien des hommes politiques partout dans le monde. Et nous vous remercions d'avoir inclus ces jeunes dans la paix. Les réformes de ces piliers de réforme aux Nations Unies donnent une opportunité unique de pouvoir avoir une conversation et inclure les jeunes, leur réseau, et nous ne devrions pas rater cette possibilité de les inclure. La stratégie de 2030 des résolutions. De 50 et 24-19 et amener de l'avant les progrès qui ont été faits déjà auparavant, dont j'ai déjà parlé. J'ai parlé de ces phases, soutenir les réseaux des jeunes pour leur travail sur le développement, les travaux humanitaires et la paix et la sécurité, va renforcer l'organisation des jeunes et afin qu'ils soient équipés pour bien pouvoir recevoir des bons programmes qui ont déjà marché et pouvoir évaluer leur travail. Continuer à engager les jeunes dans les efforts de construction de paix et à faire la prospection dans l'inclusion des jeunes dans les mécanismes de construction de paix et utiliser les problèmes de sexe, d'âge et des jeunes afin de pouvoir mieux suivre et comprendre ce qui se passe. Il faut également avoir des efforts de santé pour inclure les problèmes de sexualité et pour les jeunes plus marginalisés et qu'ils soient également inclus dans cette intervention mondiale. Nous célébrons également cette année à Nairobi le 25e anniversaire du programme d'action de la Conférence internationale sur le développement des jeunes. Et les jeunes ont contribué à cette paix et leur participation a été très importante pour les hommes et pour les femmes. Je remercie à l'IIP de nouveau d'avoir cette conversation et je suis très heureux de participer ici et j'anticipe les autres commentaires avec plaisir. Eh bien, merci à vous, le président de l'Assemblée générale et Monsieur Wordofa. Mon nom est Jake Sherman. Je suis
Président, non, je viens de me donner une promotion. Je suis le directeur de l'IIP pour l'opération de la paix. Et c'est avec grand enthousiasme que je vous accueille et vous dis bon après-midi. Nous avons des panélistes qui se concentrent sur le rôle des jeunes comme étant des facteurs de paix et comment est-ce qu'ils peuvent faire avancer avec une participation et une inclusion judicieuse. Ignorer la contribution des jeunes dans l'intervention est une étape très importante afin de changer la narration de ce que nous sommes en train de vivre et améliorer également cette participation pour qu'elles deviennent plus significatives. Et les jeunes sont des participants qui sont déjà très importants et pour empêcher également l'expansion de crimes, de violences et comme vous l'avez dit, une des recommandations clés qui ressort de tout cela, c'est un très grand appel à augmenter les représentations judicieuses des jeunes à tous les niveaux, que ce soit régional, national, international. Mais qu'est-ce que cela veut dire d'avoir une inclusion judicieuse de la participation des jeunes? Comment est-ce que cela peut être accompli et comment est-ce que les champions de cet ordre du jour aux Nations Unies ou parmi les États puissent recevoir le soutien dont ils ont véritablement besoin? Alors ici, aujourd'hui, afin de prendre ces questions en compte, j'ai M. Moussa Tolo, qui est le président de Allo Gouvernance et il va parler en français. Donc, si vous avez besoin de traduction, l'anglais sera sur la chaîne numéro 1, le français sur la chaîne numéro 2. Allo Gouvernance, c'est une organisation de jeunes qui forme les jeunes et des jeunes femmes à faire la promotion de la paix et la cohésion sociale dans la région de Mopti au Mali. Et Adil Scali, qui est manager de programme de l'Association des Nations Unies au Canada. Malheureusement, une des personnes de notre panel, chaise de président de l'Afrique, n'a pas pu venir se joindre à nous. Suivant les commentaires de Moussa, et il y aura également Graham Simpson et également Vanessa Wise qui vont souligner les recommandations des Nations Unies. Et puis Vanessa Wise va parler, elle est de la mission permanente du Canada aux Nations Unies. Elle va parler plus avant de comment les États membres peuvent soutenir cet ordre du jour. Et à partir de maintenant, vous avez la parole, monsieur. Bonsoir à toutes et à tous. Je me nomme Moussa Tolo, comme l'a dit mon prédécesseur. Eh bien, je suis très heureux de participer à cette activité qui permet aux jeunes de pouvoir s'exprimer et de dire ce qui se passe au sein de notre communauté et de voir comment est-ce que nous pouvons avoir de l'aide pour vraiment accentuer les activités de jeunes dans nos activités pour la promotion de la paix et de la cohésion sociale. Bon, à Mopti, comme il a dit, nous sommes une association de jeunes gens, pas seulement ceux qui sont allés à l'école, mais aussi ceux qui n'ont pas été à l'école, mais qui ont des qualificatifs socio-professionnels. Et nous, notre activité principale, c'est le civisme. On se dit chez nous que d'abord, on ne peut rien faire de bon sans pour autant aimer ce qu'on fait. Exemple, est-ce que quelqu'un qui aime son pays pourra prendre les armes comme ce pays? Non. Donc, la base chez nous, c'est le civisme et le patriotisme. Donc, à partir de cela, nous avons commencé à faire des missions de sensibilisation à Mopti, au centre, qui n'est plus à vous présenter vu les atrocités qui se sont passées ces 2 dernières semaines au Mali. Bon, nous, nos activités par rapport à la paix, c'est
D'abord, les balades nocturnes. Les balades nocturnes consistent à faire des groupes d'amis qui sont dans des grains. Nous en parlons de paix, de cohésion sociale. Aussi, nous leur demandons quel serait leur rôle pour le retour de la paix locale et aussi au niveau national. Et avec ça, nous avons beaucoup de solutions. Ils nous disent ce qu'ils pensent réellement. Et aussi, nous avons une autre activité que nous appelons l'école de la paix. Et cette école de la paix permet aux enfants qui n'ont souvent pas la possibilité d'exprimer leur perception de la paix, leur perception sur tout ce qui se passe, de communiquer avec eux. Donc nous, dans les écoles, on parle de paix, de cohésion sociale, mais surtout de patriotisme et de civisme. Et avec cette activité, les enfants, ils parviennent à vraiment parler et dire ce qu'ils pensent. En outre de cela, nous avons une autre activité qui est les concerts, les activités récréatives. Nous invitons de grands nombres de jeunes et là, nous faisons des concours de poésie, de slam sur la paix et autres. Et aussi, nous amenons même des artistes, des rappeurs qui font des prestations sur la paix. Et là, ça nous permet de toucher un maximum de personnes dans nos activités. L'Assemblée générale où nous invitons des femmes et des hommes, nous asseyons, nous parlons de ce qui ne va pas et essayons de voir comment est-ce que nous pouvons trouver des solutions adéquates pour tout réparer. Et dernièrement, vu tout ce qui se passe à Mopti, nous avons aussi initié une autre activité et ça, c'est grâce à Prise Direct. Et il s'agit de prendre des enfants qui ont quitté leur zone et qui ne sont plus à l'école, mais qui sont de l'autre côté de Mopti. Nous les avons pris, nous les amenons à l'école et nous nous assurons qu'il y ait de l'éducation efficace. Parce que nous disons que si un enfant n'est pas très bien éduqué, il risque d'être un problème à l'avenir pour son pays. Et là, il va falloir que la personne soit instruite et qu'il comprenne les règles même d'une bonne société. Et laisser les enfants dans la rue, ça peut le rendre vulnérable. Et la rue, on peut être en rapport avec plusieurs, pas seulement civilisations, mais plusieurs choses qui peuvent être bonnes comme mauvaises. Mais à l'école, on apprend beaucoup de choses. Donc, nous, ces enfants, nous les recueillons, nous les amenons à l'école pour qu'ils puissent apprendre, même si nos moyens sont beaucoup maigres à ce niveau. En outre de cela aussi, nous faisons la prévention sur l'extrémisme violent. Nous avons des jeunes, nous connaissons plutôt des jeunes qui sont dans les groupes d'autodéfense et de groupes de milices et autres. Pourquoi? Parce que souvent, pour la plupart, ils n'ont pas de quoi s'occuper. En fait, au Mali, la jeunesse compose plus de 60% de la jeunesse. Et malheureusement, cette jeunesse n'est pas active. Et là, ça pose un problème. Toute cette jeunesse au Mali, nous allons voir qu'elle ne fait rien, absolument rien. Si nous prenons le taux de jeunes qui travaillent et le taux de jeunes qui ne travaillent pas. Et pour la plupart, ils sont tentés par les groupes armés et autres. Ils vont dans des groupes armés. Et en outre de cela, ces jeunes qui vont dans les groupes armés, ils vont pour plusieurs raisons. Mais l'une des plus grandes raisons, c'est pour avoir accès à l'armée. Parce que pour eux, c'est un chemin plus facile pour être dans l'armée malienne, vu qu'il y a des histoires de DDR maintenant qui sont là, donc ils font tout pour avoir des armes et vraiment pour être dans ces trucs-là. Et souvent, quand ça n'aboutit pas, ce sont eux qui sont les petits bandits dans les coins de rue et nous avons vraiment des problèmes. En tant que jeunes, je pense qu'il serait encore mieux de faire des efforts pour pour que ces jeunes aient accès non seulement à l'éducation, mais aussi à l'emploi. Parce que quand on est occupé, on n'aura vraiment pas ce temps de pouvoir se donner à ces choses qu'on fait. Et je vous remercie. Avec d'autres questions, peut-être je pourrais encore plus donner d'amples explications. Merci bien. Thanks very much, Miss. Merci beaucoup. Je pense qu'un
un des grands exemples de solutions menées par les jeunes, dirigées par les citoyens qui font face aux problèmes de leur société. Alors, avec ceci, Adil, peut-être que vous pourriez nous donner une autre perspective. Absolument, merci de m'accueillir. Ma perspective va vous donner une vue de l'agenda IPS au Canada, et je vais parler un peu de ce que les jeunes font au niveau local au Canada. Je vais aussi souligner l'agenda du YPS au Canada, parce qu'il y a toujours la question de pourquoi est-ce que c'est pertinent dans le contexte canadien, puisque le Canada est en paix, et c'est un pays et encourage beaucoup la participation des jeunes. Mais les réponses vont vite venir. À travers le travail que nous avons fait avec l'Association de l'ONU au Canada, nous avons fait une série de consultations sur la paix des jeunes et la sécurité et la stabilité. Et nous avons écouté les groupes de jeunes sur leurs priorités et leur perception de la résolution 2250. Donc, l'approche vers la paix et la sécurité par les jeunes atteint beaucoup de sociétés au Canada. C'est une activité qui se fait au niveau local par des centres communautaires et des groupes de jeunes et les associations qui les soutiennent, et un travail qui est fait par les défenseurs, les associations civiles, et des associations qui sont en croissance, c'est l'entreprise sociale. Les jeunes cherchent les défis, même si c'est un manque à gagner, pour travailler pour une organisation qui aura un impact, selon eux, leurs croyances, sur des sujets qui tiennent à cœur. Et pour revenir à la résolution 2250, les jeunes, nos interlocuteurs jeunes, ont choisi 3 piliers qui sont pertinents pour le Canada. C'est la participation, la protection et la prévention. Et comme beaucoup d'entre vous seraient d'accord qu'il y a un grand consensus sur la définition de la jeunesse. Et aussi, on reconnaît que même si le conflit armé direct n'existe pas au Canada, ce n'est pas nécessairement un pays en paix. Pour identifier le manque d'opportunités pour les jeunes, on a identifié un nombre de barrières. La participation existe au Canada, mais il y a des entraves. C'est-à-dire que la participation judicieuse n'est pas nécessairement quelque chose pour lequel il existe beaucoup d'opportunités. Alors qu'on a travaillé avec les peuples autochtones et on a souligné le développement équitable et économique. Et finalement, on a regardé la protection insuffisante des jeunes au Canada pour ce qui est surtout des groupes vulnérables et des peuples autochtones. Donc, le Canada, pour ce qui est des groupes pour les jeunes, la paix et la sécurité, varie beaucoup entre les individus. On a vu des écarts très différents entre les personnes qui vivent dans des parties différentes du Canada, mais il y a des thèmes clés qu'il faut gérer: la gestion de la violence par les armes à feu, la violence dans la rue, surtout pour les jeunes femmes, les filles et les femmes de couleur, et puis l'accès à l'éducation, surtout pour les jeunes et les peuples autochtones, et empêcher la vulnérabilité sociale, et encourager l'éducation, surtout dans les zones reculées, parmi les jeunes et les garçons et les hommes dans les zones reculées du Canada. Donc le Canada n'est pas exactement parfait dans tous ces zones d'accès au potentiel, mais il y a une reconnaissance générale parmi notre constituant que travailler pour la paix au niveau local, au micro-niveau, est important avant de parler du niveau d'une politique nationale. Pour des 3 piliers, la protection, la participation et la prévention, on va parler de la participation, les 2 entraves majeures qui empêchent les jeunes Canadiens de participer
à la consolidation de la paix. Il y a un manque d'opportunités pour les jeunes de participer de manière judicieuse au niveau de la politique, un manque d'accès ou un accès inégal qui est une grande entrave. Il faut reconnaître que des personnes qui viennent de groupes fragilisés ont besoin de plus de soutien pour pouvoir participer de manière significative. Reconnaître que le conflit la source du conflit est l'inégalité, les faits socio-économiques pour les jeunes, la violence structurelle, la marginalisation des groupes minoritaires, et dans ce cas, c'est spécifique aux immigrants, aux réfugiés, LGBTQ, les handicapés et les peuples autochtones. Si le Canada ne met pas en exergue ces groupes vulnérables au Canada, les conflits pourraient s'endiguer. Aussi, les gens qui ont faim ne vont pas participer. Donc la faim, le manque d'accès à l'eau potable est un grand problème dans certaines parties du Canada, et ceci revient aux activités participatoires. On a souligné les besoins essentiels, donc un logement, des abris, la nourriture et l'eau potable, surtout en dehors des zones urbaines. Pour ce qui est de la prévention, pour empêcher les conflits, beaucoup de Canadiens pensent qu'il y a encore beaucoup de travail à faire pour ce qui est de sortir des silos dans lesquels vivent les diverses communautés du Canada, et il faut aussi faire face aux problèmes des peuples autochtones, non seulement pour accélérer la décolonisation, mais d'empêcher des conflits potentiels dans l'avenir. Le développement économique a été souligné en tant que point essentiel dans la prévention, surtout en relation à la création d'emplois potentiels pour la jeunesse, donner une éducation alternative pour les jeunes, et aussi l'apprentissage des langues pour les nouveaux venus des réfugiés, et le soutien pour empêcher l'extrémisme violent. On a aussi regardé les aboutissants dans l'éducation et leur relation au chômage dans la démographie jeune. Finalement, pour ce qui est de la protection, il y a un consensus général que les jeunes ne sont pas préparés contre le mal, les méfaits sociaux au Canada, surtout dans les peuples autochtones, surtout les femmes, les gens qui se définissent en tant qu'homosexuels, les immigrants, les réfugiés, doivent être donnés une priorité dans ce contexte. Le niveau de suicide et la violence sexuelle doit être adressé. Le traitement illégal canadien par des jeunes dans les centres de réfugiés est aussi un problème. Aussi, les problèmes de santé mentale ne sont pas gérés. La violence contre les femmes, la violence en ligne, la maltraitance des femmes, le renforcement des capacités pour les jeunes pour renforcer l'unification, les préjugés, agir contre les préjugés et agir pour l'intégration. Les délégués jeunes ont souligné l'importance de la protection des jeunes, surtout des femmes dans les zones de conflit, de voir plus de femmes dans les opérations de paix, de maintien de la paix, et le besoin du Canada de donner plus d'incidence dans l'assistance aux femmes et la santé des femmes et des filles. Donc, pour conclure, l'agenda du YPS est 2250 est très important dans le contexte canadien, et il y a beaucoup d'écarts qui doivent être renversés. Il y a beaucoup de travail qui était entrepris au niveau local, et nous voyons des efforts fascinants réalisés par des jeunes dans toutes les communautés du Canada. Et en commençant si on commence au niveau national et si on va vers les activités de base, nous rencontrerons des solutions plus rapidement. Merci
beaucoup. Je pense que c'est un très bon rappel de l'universalité de notre ordre du jour et en particulier certaines des problèmes dont vous parlez autour de l'accès à la participation politique pour les populations vulnérables, les populations indigènes. Et bien des personnes parmi nous pourraient apprendre bien des choses avec l'approche des Canadiens et du Canada. Graham, je vais vous passer la parole. Merci. Et je vais commencer par remercier les bureaux de IIP, DPPA, Peace Direct et Interpeace d'avoir rendu cet événement possible et de me donner cette plateforme pour pouvoir parler et m'adresser à vous. Je dois vous dire que je suis frappée en écoutant Moussa et Adil à quel point nous avons des choses à apprendre des jeunes. Nous avons un exercice difficile que de traduire les attentes en politique quotidienne et les jeunes nous montrent comment cela peut être fait et ça résonne tellement fort pour moi de comment les jeunes qui n'attendent pas pour mettre en place toutes ces initiatives de paix car ils sont devant les problèmes au niveau local ou international. D'une certaine façon, la façon de commencer dans la conversation de ce qui est une inclusion judicieuse, c'est dans la méthode de l'étude qui a été faite en incluant déjà les jeunes dans sa création, en incluant des gens qui, en général, n'avaient pas été inclus auparavant, alors que c'était eux qui ont créé cette étude et quand on l'a présenté au Conseil de sécurité, les jeunes n'entendaient pas leur voix et donc nous avions raté notre but. Et c'est important parce que c'est la qualité de l'étude, des données et des représentations qui va nous amener les voix des jeunes et leur désir de participer et leur discours sera facilité. Le discours sera facilité. Et donc si nous voulons parler d'inclusion judicieuse, pour commencer, c'est en créant ces polices il faut inclure la pièce manquante, ces jeunes. Comment peut-on attendre des résultats qui auront un impact sur eux si nous ne les incluons pas? Et la façon dont ces jeunes traduisent cela en implémentation est ici montrée sur ce panel. Et c'est comme ça que je vais commencer. Je remercie la conversation comme ayant comme sujet l'inclusion judicieuse parce qu'il y a des jeunes qui sont très éloquents dans leur description des inclusions holistiques qui comprennent tout et qui néanmoins leur permettent de poser la question qui est si c'est le problème que nous avons quand nous avons une inclusion judicieuse, comment est-ce que quand nous avons une inclusion, comment pouvons-nous faire pour qu'elle soit judicieuse? Les jeunes sont très clairs de comment est-ce que les stéréotypes de genre quand on parle de jeunes hommes avec des armes, les jeunes, comment ces stéréotypes peuvent marginaliser les jeunes parce qu'ils n'ont pas de participation comme générateurs de paix. Et cela renforce la marginalisation, l'exclusion de ces jeunes avec des choses car nous assumons, nous pensons qu'ils ne peuvent pas être inclus, que la migration des jeunes fait que tous les jeunes sont en danger de joindre les groupes violents. Ces approches doivent faire attention et prendre en compte la résilience et le courage des jeunes et inclure leur désir de participer à la paix est très important. Et il ne faut pas continuer à les exclure comme s'ils faisaient partie du problème. Leur exclusion est également ajoutée parce que nous manquons de données. Et le gouvernement garde toutes les informations en incluant tous les genres et tous les âges. Et on ne peut pas faire des progrès si nous ne séparons pas toutes ces données
et nous ne les regardons pas de plus près. Également, nous avons parlé de la violence de l'exclusion dans sa structure. Et je dois dire que c'est très important de comment est-ce que nous pensons quand nous réfléchissons à une inclusion judicieuse. Parce qu'on ne parle pas seulement de processus de participation politique et à des niveaux plus importants, mais les jeunes parlent de regarder là où nous pouvons parler à notre gouvernement. Comment est-ce que l'on peut interagir avec notre gouvernement? Et bien souvent, il n'y a pas d'interaction. Et les jeunes ont parlé de la première interaction avec le gouvernement. C'est en général quand ils sont au tribunal parce qu'il y a eu un crime qui a été commis. Donc ça, ce sont des exercices qui ne sont pas de bons exercices et ils n'ont alors pas de rôle d'intervention, de création, de possibilité de créer la paix. Donc la participation politique significative doit être mise en place, doit avoir lieu avec les jeunes et non pas seulement avec une définition étroite de participation politique. Les jeunes sont très éloquents pour exprimer que les inclusions doivent séparer les genres et il faut inclure la masculinité et l'accès aux hommes comme aux femmes, aux jeunes hommes comme aux jeunes femmes, qu'il n'y ait plus d'exclusion. Les jeunes parlent également de faire confiance non seulement au système politique où ils se sentent souvent exclus, mais également pour créer pour ne pas voir une augmentation d'inégalités. Les jeunes disent, oui, ces boulots sont importants, mais ils n'ont pas d'importance politique. Il s'agit de travaux qui sont importants et qui sont au-delà de simplement un travail. Il y a besoin de prise en compte pour pouvoir développer une bonne stratégie dans le monde. Les jeunes ont parlé d'inclusion de façon critique. C'était fascinant d'écouter ces jeunes qui disaient en permanence, vous parlez de nous inviter à nous asseoir à votre table et néanmoins nous sommes assis à votre table et vous ne nous parlez pas avec notre langage, notre compréhension et en prenant en compte nos désirs. Oui, parfois les protestations paisibles peuvent amener des changements. Les jeunes disent ne nous prenez pas comme étant un facteur de problème dans l'avenir, mais incluez-nous dans la solution. Et il faut nous inclure dans la solution. Et nous voyons cela avec des jeunes de plus en plus jeunes dans des écoles qui ont inclus les jeunes. Et les jeunes travaillent à partir du niveau le plus régional, que ce soit dans les familles, que ce soit dans les écoles, dans les communautés, jusqu'au niveau mondial, et qui a amené la résolution 2250. Les jeunes travaillent à travers des différents types de violences et ils comprennent que ce soit des violences basées sur le genre ou sur le terrorisme ou la violence politique ou criminelle. Les jeunes travaillent de façon avec des partenariats les plus intéressants et les plus créatifs, avec des partenariats avec des organisations de femmes, des organisations civiles, et ils occupent des nouvelles cultures à travers le sport, l'art, l'espace cyber. Et ils ont des actions directes plutôt que de simplement faire l'assumption qu'ils sont inclus dans la politique. Il y a encore 4 choses que je veux dire qui ressortent beaucoup de cette étude. La première chose, c'est que les jeunes ont dit, si vous voulez que nous soyons inclus de façon judicieuse, ne nous recherchez pas que dans les organisations de jeunes, nous sommes également présents dans les autres organisations, celles qui incluent tout le monde. Nous sommes dans la police, nous sommes dans les organisations de femmes, et pensez à la jeunesse comme étant à travers toutes les plateformes. Chaque ONG inclut les jeunes, chaque ONG a un facteur de jeunes. Et également, l'horizon des jeunes a changé. La façon des jeunes de voir le monde à travers les limites de la communauté et ce qui est au-delà de la communauté partout dans le monde.
Donc, nous avons besoin de penser à la participation des jeunes, non seulement au niveau local et intime, mais comme ayant des actions locales pour avoir un impact mondial. Et finalement, pour en finir, l'inclusion des jeunes n'est pas inconditionnelle. Les jeunes ne veulent pas être simplement inclus pour être inclus de façon symbolique. Ils ne veulent pas être inclus où il n'y a simplement que pour cocher la case disant qu'ils sont inclus. L'inclusion significative et judicieuse doit être réfléchie et intelligente. Et pour en finir, les jeunes parlent du fait qu'il faut que nous reconnaissions qu'il y a également une demande de résultats et quand on pense à la participation, il faut demander également aux jeunes, ils doivent être consultés pour comment construire la paix. Quand est-ce qu'il y a un progrès judicieux, véritable, intelligible qui a été fait? C'est leur inclusion qui va faire que nous pourrons rendre des gouvernements de façon multilatérale, responsables pour ces solutions. Merci. Graham, merci. 5 minutes de résumé très condensé, mais très important. Ce travail était en tout cas très important et résume bien tout le processus de consultation qui a eu lieu. Le fait que vous puissiez résumer cela avec ces points clés de façon tellement pointue, et je vous en remercie, c'était très bien. Et pour en finir, maintenant, Vanessa, la perspective des États membres pour savoir comment pensent les gens de l'autre côté de la rue. Je vous remercie de m'avoir inclus dans ce débat et cette réunion importante. Et je viens de réécrire toutes mes notes parce que il y a tellement de choses que je voulais dire qui ont déjà été dites. Et maintenant, je voudrais continuer en disant que le Canada est un fan de cette étude et nous soutenons cela financièrement. Et ce processus par lequel cette étude a pu être faite avec... Alors, la première chose que je voudrais dire, c'est l'importance de s'assurer que la communauté qui a été construite, ou les communautés qui étaient présentes, mais au niveau plus large, plus inclusif, doit être ceux qui seront à la tête de ces solutions qui seront implémentées. Ce que je voudrais dire, c'est simplement... En tant qu'État membre, notre perspective, c'est que voilà les priorités qui prennent forme et certaines collègues à Ottawa, on travaille sur la programmation et certaines solutions que l'on peut prendre à partir de notre propre situation au Canada et certains des défis auxquels nous devons faire face. Pour commencer, je vais remarquer qu'il a été dit que c'est un agenda, un ordre du jour mondial, mais ce qui est important, et il faut bien expliquer à quel point cela est tout à fait inclusif. C'est une des études qui amène tous les aspects de prévention, que ce soit les conflits de violences terroristes, locales, criminelles ou les différents genres de violences sont tous inclus. Et je crois que ça, c'est une des puissances de cette étude. Ce sont des défis qui poussent vraiment les gouvernements à réfléchir à comment on peut répondre à ces questions. Si nous pensons au Canada, qui est impliqué dans cet ordre du jour? C'est la sécurité publique du Canada, c'est les affaires publiques quand il s'agit de la programmation et la défense. Il y a beaucoup d'agences du gouvernement qui sont impliquées et qui doivent maintenant communiquer entre elles. Et puis maintenant, quand on parle des affaires mondiales, il y a bien des départements et des divisions. Donc, ce n'est pas seulement cet effort de la paix, de développement de la paix pour les jeunes. Il y a également prévention de la violence extrême. Il y a une branche qui parle de construction de la paix. Il y a une branche qui s'adresse aux jeunes qui sont plus jeunes. Donc, il y a des façons différentes de regarder tout cela. Mais ce qui est important, ce qui ressort pour moi,
c'est que quand nous regardons les choses, les similarités, ce qui est semblable à toutes ces études et ce qui est important, en particulier l'étude des Nations Unies, c'est vraiment ce que Graham a appelé la violence de l'exclusion. C'est les maux sociaux qui sont manifestés parce que nous avons oublié certaines personnes. Et la solution, c'est véritablement la promotion de polices qui vont construire des inclusions sociales, politiques et économiques. Et cela dépend de notre façon de regarder cette issue. Et c'est cette barrière qui existe entre, par exemple, la prévention de la violence extrême et l'IIP. Parce que quand on regarde ces préventions, c'est comment construire la paix, comment développer cela, et il faut faire cela de façon inclusive dans les communautés locales. Et nous travaillons dans les mêmes communautés et parfois même avec les mêmes groupes. Donc cela nous demande vraiment que nous travaillions avec plus de création et de créativité. Et l'autre chose, mais ensemble. Et également, c'est l'ordre du jour mondial qui est tout inclusif, mais qui doit être également croisé de toutes les sections, de toutes les populations. Je crois que cette étude fait un très bon résumé de toutes les choses que nous avons assumées comme étant des vérités et qui étaient paresseuses. Et cela démontre également, cette étude montre également les choses que nous avons pris comme étant des vérités qui n'en étaient pas. Et nous ne pouvons pas non plus parler de construction de la paix dans un aspirateur. Nous voyons qu'il y a des différences selon les communautés auxquelles nous avons affaire et regarder les façons différentes de traverser de façon horizontale l'accès à la justice, l'accès au travail, l'accès à l'éducation. Et avant de parler dans ce panel, je parlais avec Moussa de la sécurité dans les rues. Vous ne pensez pas forcément que la sécurité, construire la sécurité, la paix dans le monde, ça inclut également la paix dans les rues. Mais les accidents sur la route peuvent également amener de plus grands problèmes et peut amener des opportunités de construction de paix. Comme par exemple au Soudan du Sud, on a regardé les issues intergénérationnelles de conflits et les barrières de genre, où vous devez regarder par exemple certains des problèmes qui existent dans certaines communautés et comment est-ce que l'on doit regarder comment certains membres de la communauté sont impactés de façon différente. Les hommes, jeunes hommes, ont besoin de comprendre les approches non violentes pour qu'ils puissent comprendre la violence qui est faite contre les femmes. Ça, c'est quelque chose que l'on doit faire. Je pense qu'une des raisons pour lesquelles j'étais invitée à participer ici, c'est à cause de ce que je dis en permanence dans les discussions de l'ordre du jour de WIP, c'est l'organisation pour laquelle Moussa travaille, c'est cette idée de comment financer et est-ce que l'on peut financer de façon durable et renouvelable cette construction de la paix. Je crois que nous devons comprendre que le travail le plus important est fait par les sociétés civiles au sens le plus large. Et ce travail est souvent non reconnu, mais quand il est reconnu, il est parfois déplacé et placé sur des projets moins efficaces. Il y a besoin de plus de travail pour que ces partenaires puissent soutenir ce travail directement. Ce sont les gens qui font le travail qui doivent recevoir le soutien nécessaire. Donc, avec des donneurs, nous essayons de trouver des ONG avec lesquelles nous pouvons travailler. Parfois, ce n'est pas très durable, ce n'est pas très... Il y a des prêts, des
argents qui sont reçus seulement pour des temps limités et un an. Mais également, nous devons penser à comment être plus créateurs. En tant qu'agence donatrice, il faut pouvoir créer des mécanismes pour que les sociétés civiles puissent obtenir ces argents. Et il y a de l'argent, des sommes qui commencent à 300 000 $, mais parfois il y a des gens qui n'ont besoin que de 10 000 $. Il y a des organisations qui n'ont besoin que de 10 000 $. Donc on doit être un peu plus inventeur pour pouvoir trouver des solutions pour des sommes et des modalités plus flexibles pour pouvoir financer toutes ces entreprises. Je dis cela en pensant que mon gouvernement ne fait pas toujours cela très bien, mais je crois que c'est également important pour nous d'être sérieux. Nous pensons beaucoup au sommet de la pyramide, mais il y a beaucoup de choses que nous devons faire au bas de la pyramide pour pouvoir financer également cet effort, parce que c'est de là que viendra la durabilité. Et j'ai encore une chose à dire et je m'arrête. Thanks very much, Vanessa. I really like. Merci beaucoup, Vanessa. J'ai beaucoup apprécié votre dernier point en tant que bailleur de fonds pour que les organisations locales de consolidation de la paix, il faut les trouver là où ils se trouvent pour les harmoniser avec les règles au lieu de tenter de les harmoniser avec les règles qui sous-tendent les donations. Nous allons ouvrir la salle à des questions et des réponses. Avant de passer la parole à la salle, j'aimerais reconnaître son Excellence Sima Sami Baous, qui est la représentatrice de la mission permanente de la Jordanie, et Hassan Khaleh, qui est le ministère de la Jeunesse de la Jordanie. Et si vous voulez prendre la parole, on serait ravis de votre intervention. Merci beaucoup. Hassan vient du ministre, mais il n'est pas ministre. Sinon, je lui aurais donné ma chaise. C'est un des jeunes dont nous sommes très fiers et il participe dans cette occasion. J'aimerais remercier IIP ainsi que tous les intervenants, et ainsi que son Excellence la PGA, le FNUAP, tous ceux assis à la table pour une intervention vraiment très intéressante. J'ai pris beaucoup de notes. J'aimerais dire que la Jordanie a ratifié le Conseil de sécurité, la résolution de 2250, et que ceci à son origine dans, comment dire, une croyance très engagée dans la jeunesse, son importance dans la société, et qu'il faut bien les prendre en compte. Et notre population de moins de 30 ans est presque 70% de la population, 28% si vous cherchez des chiffres non formels de sous-emploi, et c'est un grand défi pour la paix et la sécurité dans la région. Aussi, j'aimerais dire qu'il faut regarder la consolidation de la paix dans les situations de conflit, dans les zones de conflit. Mon pays est fier d'avoir maintenu la paix et d'avoir consolidé la paix en dépit du fait qu'il y a eu tant de conflits autour de nous. Et ceci est en partie à cause de la participation majeure et l'importance que nous avons accordée à la jeunesse et des partenariats privés-publics. Nous avons presque 3 millions de réfugiés, mais nous avons maintenu la paix sociale, et on a utilisé, je n'aime pas dire utiliser, mais nous avons autonomisé la jeunesse pour qu'ils deviennent des agents de la paix dans leur propre communauté et dans les communautés hautes qui ont accueilli ces jeunes. Nous avons ouvert nos écoles. Nous avons maintenant des écoles, donc une scolarité en 2 tours par jour, c'est-à-dire matin et soir. Des réfugiés syriens, donc un impact sur le logement, sur l'accès à l'eau potable. Tout ceci a connu beaucoup de pression. Et que c'était
que c'était pour l'éducation ou l'emploi, ces jeunes nouveaux venus étaient en quête de ces ressources. Et pour nous, les partenariats privés-publics sont très importants. Dans certains pays, ces partenariats n'existent pas encore au niveau désiré. Mais au Jordanie, nous avons pu réaliser ces partenariats en créant de l'emploi, de la formation pour les entrepreneurs et pour améliorer la capacité de nos jeunes personnes, leurs compétences. Aussi, le partenariat avec les Nations Unies ont pris un tour très positif avec l'OIT, le FNUAP, l'ONU, avec l'OMS, avec UNICEF, tous ceux qui ont pu fournir quelque chose. Et la jeunesse était un agent transcendantal dans ces initiatives. Dans les zones de conflit, ce qui est important, c'est de mettre en relation la consolidation de la paix et la prévention de l'extrémisme violent et du terrorisme en utilisant les médias sociaux d'une manière positive. C'est un grand défi dans les zones de conflit où les jeunes sont vraiment très attirés par les réseaux sociaux, que ce soit les bons réseaux ou les mauvais réseaux. Et il faut créer une narrative, un récit alternatif, une histoire, un arrière-fond alternatif, un espace pour accentuer l'utilisation positive de l'Internet par les jeunes. Je ne veux pas rentrer dans un discours sur l'islam et s'assurer qu'il y a une image positive des religions dans les médias. Mais évidemment, c'est très important que ce soit n'importe quelle religion. Nous avons vu comment différentes jeunesses sont sous l'impact de ces messages néfastes. Finalement, notre jeunesse en Jordanie ont pu participer, et mon collègue pourra corroborer ce récit, participer dans les plans nationaux de la Jordanie récemment, et en mettant la stratégie de la jeunesse de la Jordanie en avant, en les intégrant dans les projets avec les réfugiés, avec les sociétés, les communautés hautes, et les femmes et les filles aussi ont fait part d'une manière importante de l'emploi dans des zones qui ne sont pas classiques pour les femmes, comme l'art, la culture, dans le tourisme, pour les filles, mais aussi pour la jeunesse. Donc un des grands défis, c'est de trouver de nouvelles voies pour lutter contre le chômage et des opportunités de croissance économique pour que la jeunesse ne finisse pas dans d'autres activités ou des choses où nous ne voulons pas les voir. Encore une fois, la culture de la honte, c'est une des cultures contre lesquelles il faut lutter avec la jeunesse. Nous faisons de notre mieux en Jordanie, le gérant par tous les moyens possibles, par la politique, par l'emploi, par la politique d'emploi, par l'Internet, par les médias, pour s'assurer que les jeunes vont travailler et vont le faire sans se sentir honteux ou pour pérenniser cette culture de la honte qui les empêche de chercher un emploi qui a un sens à leurs yeux. Donc, nous travaillons aussi sur la participation politique des jeunes. Il y a beaucoup de forums où ils peuvent être actifs politiquement et avoir une incorporation judicieuse dans ces nouvelles voies. Ce n'est pas pour faire la publicité pour mon pays, mais de donner quelques exemples des sources profondes de 2250. Nous sommes fiers de cette résolution. Et notre prince est une des personnes les plus jeunes à avoir intervenu dans le Conseil de sécurité. C'était un grand symbole de notre désir de présenter les jeunes dans les forums internationaux qui sont capables de le faire et qu'il faut leur faire cette place. Merci encore une fois à vous toutes pour avoir pris en charge cet agenda et nous souhaitons beaucoup de chance à tous, les filles, les garçons, les jeunes femmes, les jeunes hommes, et j'espère qu'un jour ce thème des données de la ventilation des données sur l'agenda, et c'est quelque chose qui est très important. Il faut continuer de travailler dans ce sens-là.
Merci beaucoup. Maintenant, nous allons passer la parole à la salle. Si vous voulez prendre la parole, faire un commentaire, poser une question, veuillez lever la main. Quelqu'un va venir vers vous avec un micro. Et puis, présentez-vous, s'il vous plaît, avec votre nom. Ça, nous apprécions beaucoup. Voilà. Bonjour tout le monde. Je suis du Niger, Uzebechi Panchimon. Je fais des études de paix internationale à l'université de... J'aimerais faire quelques commentaires et parler d'une des faiblesses dans l'intégration des jeunes et certaines des problématiques auxquelles qui ont été adressées, qui ont été commentées. Nous, en tant que jeunes, on est souvent victime de nos propres efforts de faire partie du processus décisionnel. Ce que je veux dire, c'est que beaucoup de jeunes ont été les champions de certains programmes, de certaines causes, pour la participation des jeunes en agissant contre la violence, les conflits. Et souvent, ils trouvent des politiques ou des cadres d'activité pour mettre en œuvre ces programmes. Nous parlons de la résolution de la jeunesse, la paix et la sécurité et comment la mettre en œuvre de manière efficace. Et beaucoup de jeunes avec qui je suis en relation, qui font ce genre de recherche, de programme, vont très bien. Mais le problème avec certains des mécanismes qui sont utilisés, c'est que certains des points de vue et des valeurs des jeunes au niveau local ne sont pas repris dans la dimension de la capacité des jeunes pour la paix. Si nous ne descendons pas à la base au niveau local, les efforts ne seront pas durables. Donc il n'y a aucun sens à avoir un plan de mise en œuvre national si ces plans ne prennent pas en compte les idéaux des jeunes au niveau local. Si nous connaissons l'exclusion, c'est parce qu'il y a des préjugés des adultes contre les jeunes. Et pour se défaire de ces préjugés, il faut autonomiser les jeunes, leur donner la confiance pour adresser ces plaintes justifiées contre les pratiques violentes. Nous avons certaines organisations dans la salle qui souvent sous-tendent les plateformes de jeunesse pour la paix et la sécurité de la jeunesse. Et j'aimerais inviter tout le monde à les responsabilités dans le développement de leur plan d'action pour la mise en œuvre de cette résolution. C'est très important. Parce que dans ce cadre, il faut savoir comment ce cadre a été créé. Est-ce que vous avez bien communiqué avec les jeunes? Avant que j'étais à l'université de Nottingham, je travaillais dans des programmes de jeunes, je travaillais avec les enfants. Donc je connais bien le point de départ de Allo. L'association Allo, c'est de travailler avec les enfants de rue. Donc, j'aimerais dire à la présidente de l'Assemblée générale que c'est très important que les représentants des jeunes des différents pays, des différentes organisations de la jeunesse, il faut savoir dans quel cadre ils présentent cet agenda de la paix, de la jeunesse et de la sécurité. Il faut descendre au niveau local pour connaître les préjugés contre les jeunes et ce qui leur maintient dans le conflit armé et comment éliminer les préjugés et puis les engager dans un dialogue avec les adultes pour savoir comment cette relation peut être consolidée. La paix n'est pas à propos des programmes, mais des relations, du processus qui évolue dans le temps. Donc c'est quelque chose dont tout le monde doit être conscient, je voulais dire ceci. La capacité locale est clé et il faut engager les jeunes au niveau local. Il faut dépenser ces ressources, cet argent, pour agir au niveau local, pour connaître les jeunes qui sont pris dans les conflits violents, ne viennent pas des centres urbains. Ils ne sont pas ici. Ils sont marginalisés. Ils ne sont pas dans la globalisation. Ils ne sont pas en relation avec les réalités. C'est pour ça qu'on est constamment en train de dépenser de l'argent parce qu'on ne regarde pas aux racines, aux sources de base et pour les désengager de leur acte. Merci. Merci beaucoup.
Je m'appelle Noir Solomon, je viens de Toronto au Canada. J'aime beaucoup sensibiliser sur la justice et la paix. Je fais partie d'une organisation qui s'appelle Because I'm a Girl, une audience participative sur les problèmes auxquels font face les jeunes femmes dans divers pays, les stéréotypes, le mariage précoce et la violence sexuelle. Les jeunes qui participent à ces réunions vont développer la paix pour les générations à venir. Toutefois, bien que certains jeunes veulent maintenir la paix, cette génération de paix ne va pas se réaliser si les problèmes sous-jacents ne sont pas corrigés. Par exemple, la violence, l'harcèlement sexuel existe dans les lycées et dans les salles de classe chaque seconde de chaque jour. Et souvent, c'est géré d'une manière plutôt superficielle. D'autres générations ne peuvent peut-être pas comprendre ces problèmes, mais ceci ne veut pas dire que le problème n'est pas majeur. L'harcèlement sexuel est un manque de respect pour les autres. Se comprendre va créer une compréhension mutuelle, va créer la paix. Donc, je vous encourage à parler avec des gens qui ne sont pas vos interlocuteurs normaux, leur origine culturelle, participer dans les initiatives qui vont promulguer des valeurs entre les cultures et les religions pour créer la paix et autonomiser les jeunes. Une fois que les jeunes sont autonomisés, ils vont autonomiser les générations futures. Nous avons encore le temps pour encore une question, deux questions. Bonjour, je m'appelle Frédéric Palman et j'ai une question supplémentaire. Quand nous parlons d'intégrer les jeunes, d'impliquer les jeunes d'une manière dans le cadre du monde entier, il faut parler de l'économie mondiale en général, parce que nous voyons que il y a beaucoup plus de jeunes en pays en voie de développement et que le monde développé est un monde vieillissant. Et si nous voulons autonomiser les jeunes dans le monde, ne faut-il pas plutôt penser au changement dans le système économique mondial? Parce que quand nous parlons de la paix et de la sécurité, ces choses sont enracinées dans le manque d'indépendance économique des jeunes dans les pays en voie de développement. Et si nous voulons véritablement corriger les racines de ces causes pour la paix mondiale, il faut plutôt repenser le système économique mondial et non pas seulement leur donner une voix, mais aussi les rendre plus indépendants et plus égaux dans leur élan économique. Merci. Bonjour, je m'appelle Jans Organ. Je voulais donner un point de vue positif du point de vue canadien. Notre Premier ministre est le ministre de la Jeunesse et le Conseil de la Jeunesse et la politique pour la jeunesse a été créée par ses déplacements dans une soixantaine de destinations dans le pays pour créer le Conseil. Et le Conseil va être perpétué, pérennisé dans son engagement avec les jeunes en travaillant avec les jeunes au niveau local. Et donc, un certain point de vue positif à propos du Canada, simplement renforcer le travail positif du Canada. Encore une dernière question? Non? Alors, on va revenir au panel. Reverse order, Vanessa? Well, thank you. Merci pour tous ces commentaires et toutes ces questions. Et pour l'exemple positif du Canada que je n'ai pas eu besoin de donner. Je pense que certaines des choses qui ont été dites renforcent le fait que ce dont parlait Graham, que
décisions que nous avons prises d'être prises en compte, d'être responsables et d'implémenter des solutions et trouver des financements faciles, et que la paix n'est pas un projet, c'est une relation. C'est tellement bien dit. Et le fait que beaucoup des problèmes qui mobilisent les jeunes à trouver des solutions, des problèmes existentiels de la société, que ce soit le changement climatique ou les problèmes de guerre. Ce sont des problèmes très importants qui ne sont pas simplement des choses qui préoccupent les jeunes et qui vont passer et disparaître. Ce sont des choses qui sont héritées, qui seront héritées par les générations qui viennent, et peut-être, et j'espère, pas pour les futures générations à venir. Et nous allons passer, comme disait Graham et d'autres, nous allons passer à la façon de genre de parler des jeunes et de vraiment adresser la masculinité toxique et comment nous en parlons. J'ai été frappée alors que mes enfants vieillissent, et maintenant je les laisse regarder certaines choses à la télé, et je vois leurs réactions, qu'ils réagissent différemment. Il a regardé mon fils 16 bougies, et il a trouvé que le film était très violent, et c'est grâce à ces jeunes que nous comprenons cette perspective qui est tout à fait nouvelle. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire. La chose la plus probante, qui m'a frappée pendant cette étude, c'était la façon des jeunes hommes et femmes comprennent ce qui se passe au niveau local comme étant un problème mondial. Bien souvent, les jeunes disent « nous agissons de façon régionale, mais notre vision est mondiale ». Et nous voulons avoir une solution qui sera vue partout dans le monde. Et c'est ça qui est important. Il faut se responsabiliser, se sentir responsable de toutes ces approches, toutes ces solutions quand elles sont implémentées. Je crois que nous avons bien appris du Conseil de sécurité des femmes, et nous avons trouvé des ordres du jour très communs. Et les plans d'action qui étaient trop difficiles et qui sont devenus un exercice pour l'exercice et non pas pour la solution. Donc, nous n'avons pas voulu donner de recommandations pour avoir un plan d'action international. Nous avons voulu simplement concentrer cette étude sur cultiver les coalitions, les partenariats et les relations entre toutes ces différentes organisations et entités. Et c'est une action inclusive. Cela ne veut pas dire que ce n'est pas possible d'agir de façon différente dans d'autres pays. Il y a certains pays qui ont déjà saisi certains programmes et vont de l'avant. Mais il y a d'autres endroits où le point d'intervention est beaucoup plus concentré. Comment engager les jeunes dans un contexte beaucoup plus complexe et beaucoup plus et différent, afin de faire des progrès qui pourront être notés et visibles. Voilà, ce sont les deux réponses que j'ai à tout ce commentaire et tout ce qui a été dit aujourd'hui. Et vous, Adil, merci. Je voudrais répondre aux commentaires canadiens et également au système économique mondial. Mais c'est ce dont il s'agit quand on parle de répondre à changement climatique de façon mondiale. Il y a des efforts qui sont faits partout dans le monde pour changer le système économique partout dans le monde. Et je me joins à vous dans votre commentaire du fait que nous avons besoin de revoir
le système économique mondial, mais j'aimerais avoir plus à vous dire sur cela, mais je n'ai pas encore d'autres choses à rajouter. Mais en ce qui concerne le contexte canadien, je suis un peu plus critique et ça a été d'exprimer que nos organisations de jeunes ont exprimé. Et pour ajouter à cela, le Premier ministre lance également la police de la jeunesse dans les mois à venir et on va voir à quoi cela va ressembler et je crois que les ODD vont être point central pour créer ces polices et inclure autant de voix que possible. Ce qui est un petit écart là-dedans, c'est qu'il y a beaucoup de jeunes Canadiens qui ont pensé que la jeunesse canadienne aura peut-être besoin d'avoir son propre ministère. Et cela vient vraiment du temps disponible du Premier ministre qui pourrait créer un ministère spécial qui pourrait être assez intéressant et important. Et pour en finir, dans le budget de 2019, la jeunesse a été un grand point de concentration pour le gouvernement. Et lors des mois à venir, nous allons voir plus de concentration sur les inclusions des jeunes et des mouvements de jeunes au niveau politique et civique. Merci. Moussa? À ce niveau, j'aimerais bien parler sur le cas de mon frère du Nigeria. Et ce qu'il dit est vrai. Parce que les populations locales sont ceux qui vivent le plus le mal qui existe. Par contre, nous constatons que tout ce qui se passe, c'est-à-dire les financements et autres qui arrivent dans nos pays, c'est d'abord au sommet et ensuite ça va en bas. Et il faut reconnaître que nos pays sont souvent, pour la plupart des pays corrompus. Maintenant, pour que ce financement arrive au niveau bas, vous allez trouver que c'est déjà trop mince. Et là, l'argent ne pourra pas faire ce que ça doit faire. Et à ce niveau, déjà, au niveau local, nous avons déjà des associations, nous avons des organisations de la société civile qui mènent des activités bénévolement pour le retour de la paix. Moi, je dirais que les décideurs doivent vraiment s'appuyer sur ces associations pour mener des activités pour le retour de la paix. Et quand l'autre, il dit qu'il va falloir revoir le système mondial, le système économique mondial, je dis que oui, c'est vrai, parce que chez nous, au Mali, la jeunesse n'a rien. C'est la force active, mais elle ne fait absolument rien. C'est les vieux qui ont de l'argent, mais ils n'ont pas la force motrice de pouvoir mener des activités. Et là, il va falloir revoir et créer des activités vraiment pour les jeunes, créer des fonds pour les jeunes pour qu'ils puissent vraiment mener des activités. Et je le dis, je le redirai encore, pour que ces jeunes puissent être plus actifs, il va falloir les cibler et aller vers eux. Ce sont des personnes légitimes et c'est-à-dire, il faut voir des personnes qui méritent réellement. Chez nous, on parle de jeunesse et autres, mais ok, est-ce que parce que chez nous, il y a des jeunes qui ont la capacité et il y a d'autres qui n'ont pas la capacité. Maintenant, il faut vraiment voir ceux qui ont vraiment cette capacité de pouvoir mener des activités. Il faut les cibler et aller avec eux. Moi, je crois que c'est tout ce que j'ai à dire à ce niveau. Merci bien. Thanks so much to all of you. Merci à tous. Et je vous remercie tous. Je remercie tous les panélistes et toutes les personnes qui ont pris la parole. Merci à tous.